Hey, salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Tire-toi une bûche. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Rapidement, encore une fois, merci Martin Levac, le studio Bapaume. Je vous encourage encore à aller liker leur Facebook, leur YouTube, communiquer avec eux autres si vous avez des questions. Allez sur le martinlevac.com. Ils m'aident beaucoup, donc j'apprécierais que vous les aidiez à votre tour, s'il vous plaît. Cette semaine, la semaine passée, je n'avais pas d'histoire, j'étais rushé, puis des fois, tant qu'à dire... non, Chris, je fais juste des niaiseries. En tout cas, j'avais rien à compter. Mais cette semaine, je me suis rappelé une histoire. Vous savez, je vous ai parlé à quelques reprises. Mon chum Thierry puis moi, on était là en Colombie-Britannique ensemble. Puis... à un moment donné, ça tout a chié. On a scrappé le char. On s'est carrément fait mettre dehors de Vancouver par des policiers qui nous ont escortés à une station de bus. Ils ont dit, achetez-vous un billet puis allez-vous-en d'ici, on veut plus vous voir. C'est peut-être de l'abus de pouvoir, mais on était jeunes pis cons un petit peu, fait qu'on s'est laissé faire. Donc, on s'en va à Edmonton. On connaît du monde qui reste à Edmonton. On dit, pas pire, peut-être qu'il va falloir nous héberger, puis il n'y a pas de cellulaire dans ce temps-là. Fait que on a pris une chance. Fait qu'on s'est... on est arrivé là-bas, on a appelé le gars, mais il se trouve qu'il avait déjà aidé quelqu'un dans le passé qui était un peu dans la même situation que nous autres. Puis au final, le gars, ça a l'air qu'il avait collé 6 mois là-bas. Fait que sa femme ne voulait pas, ou sa blonde, whatever, ne voulait pas qu'on aille rester là-bas. Donc, on s'est... il nous a... gentiment escorté au premier centre pour sans-abri. Fait que je me suis ramassé, je me souviens encore du nom, c'était le Herb Jemison Center à Edmonton. Puis déjà en partant, là, je venais de partir de Vancouver, où il faisait 15, pris l'autobus le soir, on a roulé toute la nuit, on sort le matin à Edmonton, il fait moins 30. Les narines collent, dès qu'on sort de l'autobus, on vient de perdre 45 degrés en une nuit. Là, on se ramasse dans un centre pour sans-abri. Au final, je pense qu'on avait été chez eux un peu, puis là, ils nous amènent là. Ils nous donnent une chambre avec 4 lits, genre. Fait que là, on arrive là, on dit, on peut prendre une douche? Le gars dit, non, il est trop tard, la distribution des serviettes est déjà faite, blablabla. Fait que là, on arrive dans notre chambre. Là, il y a un gars qui vient nous voir, il dit, hey, les gars... il dit, vous avez pas pris votre douche, hein? Non. Il dit, ben écoute, j'en ai de spare. Il dit, je vais vous en prêter. Fait que là, mon chum Thierry, il dit, non, c'est correct. Moi, tu sais, comme je disais tantôt, je suis innocent. Fait que je dis, ben oui, cool, c'est gentil. Puis là, je suis à Chris, il est donc ben fin, ce gars-là. Vraiment. Puis j'étais tout content. Fait que mon chum Thierry reste là. Il check notre stock parce que veut pas... à ce genre d'endroit-là, si tu laisses ton stock sans surveillance 30 secondes, ils viennent de partir. Fait que je m'en vais dans la douche. Hey, surprise! Il y avait le monsieur qui m'avait prêté une serviette qui m'attendait dans la douche. Fait qu'au final, je ne me suis pas lavé ce jour-là. Je suis retourné dans ma chambre pour que mon chum Thierry me dise 2 secondes après que tu sois parti. Il y a un gars qui est rentré en courant. Il s'en allait ramasser le stock sur ton lit. Il m'a vu, il a reviré de bord. Fait que je sais pas si les gars de tête connivence, il y en a qui disent, OK, on va l'attirer dans la douche. Pendant ce temps-là, toi, tu lui piques son stock. Pendant que tu lui piques son stock, lui va être dans la douche avec moi. On va l'enculer. Puis tout va bien aller. Mais au final, tout a bien été. Donc, c'était ma merveilleuse histoire de la semaine. Je suis certain que mon invité va apprécier d'être associé à ce type d'histoire. Parce que mon invité cette semaine, c'est Nicolas Boulris. Nicolas Boulris est connu comme un... peut-être pas, je sais pas si on peut dire le leader, mais c'est chanteur, il joue de la veille à roue dans le groupe Le Vent du Nord, un groupe de trad traditionnel québécois extrêmement connu partout, sauf au Québec. Il est connu au Québec, mais les autres, ils jouent en Écosse, en Angleterre, en France, aux États-Unis, dans le Canada anglais. Donc, je suis allé enregistrer chez lui, dans le petit village de Saint-Antoine sur Richelieu, une place magnifique. C'est hors... c'est quasiment hors du temps quand on arrive dans ce coin-là. C'est toutes des vieilles maisons avec les drapeaux des patriotes qui sont là. C'est magnifique. Puis Nicolas est
est un conteur né. Donc, il nous a parlé de sa carrière, de ses projets personnels, de ses projets avec son père, un paquet d'histoires. Il est en train d'écrire un livre aussi en même temps. Ça a été vraiment un podcast très agréable. Puis, je suis sûr qu'il y en a encore plein à compter. Donc, je suis certain qu'il va revenir probablement l'année prochaine aussi dans le podcast. Donc, j'ai eu énormément de plaisir à enregistrer. J'espère que vous allez apprécier le podcast. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Là, j'ai mon. Là, tu dois voir mon verre de Ricard en plus, là. J'ai l'air d'un ivrogne. Bon, mais tous les musiciens, c'est des ivrognes. c'est connu. Tu veux dire qu'il est trop tard? Ouais, c'est ça. Il est trop tard pour essayer de faire ça. Ah non, t'es musicien, t'es un ivrogne. That's it. Colin. Yeah. Alright, mais. Ouais. T'es prête? Ben, certain. Ok, cool. Ben, Nicolas Boulris, bienvenue à Tire-toi une bûche. Ben, merci. Merci de me recevoir chez toi. Ben oui, bienvenue chez nous. Maison. Ouais, c'est le fun, hein? Ouais, mon premier podcast on the road. Ben oui, mais là, ça y est, c'est décollé, là. Toi, c'est sur la route à cette heure. Non, mais j'offre, là, mais tu sais, c'est parce qu'imagine, tu sais pas qui, tu sais, je veux dire, je suis pas connu, là. Fait que le monde ne savent pas qui invite, là. Je suis peut-être un gars qui invente des podcasts juste pour rentrer chez eux, là. Puis ils vont se réveiller comme Kevin Parent avec un gars qui regarde pendant qu'il dort. Nous autres, on s'était connus il y a longtemps, fait qu'on j'étais correct. Là. Non, c'est ça. Ben, c'est à toi de juger. Tu vas voir dans les prochains jours. Ouais, c'est ça, à taper, là. Je vais regarder. J'espère que je filme moi aussi. Ouais, c'est ça. On a des preuves de tout ça. Non, mais vraiment content. Bienvenue chez nous dans notre petite campagne de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Moi, je suis né à Saint-Jean-sur-Richelieu, comme tu le sais, mais fait que j'ai remonté comme un saumon. Ouais, t'as remonté la rivière. Ouais. C'est ça. Puis là, j'ai vu des drapeaux des Patriotes en m'en venant. Il y en a plein. D'habitude, il y en a une sur ma grange, d'ailleurs, que j'ai roulé. Non pas la grange, mais le drapeau. Parce qu'il est tellement troué qu'il a l'air d'un drapeau qui a fait la guerre des Patriotes. Fait que je dis coup d'or. Mais oui, il y a quelque chose ici dans le coin de franchement intéressant. Moi qui est amoureux des racines depuis longtemps. Là. Et j'ai trouvé ici dans la région, sans m'éloigner de cette rivière-là que je considère comme une sœur depuis longtemps, une quiétude, puis un équilibre aussi par rapport à ma vie de musicien maintenant de tournée. Quand je reviens ici, il y a quelque chose de très apaisant. Puis j'en ai besoin, en fait. Il y a un équilibre. Comme j'imagine, vous tournez beaucoup, vous voyagez gros, à un moment donné, tu as juste besoin de te poser en quelque part. Ah, c'est fou. C'est fou, c'est vraiment trippant. Et je touche du bois, je suis chanceux de faire ça. On est chanceux avec le Vent du Nord, parce que c'est surtout avec le Vent du Nord que je gagne ma vie. Je fais des trucs à côté comme ça, mais le Vent du Nord est de loin la machine. On fait 130 shows dans une année environ. 120, 130. Depuis 17 ans qu'on a ce rythme-là. Donc, c'est quand même beaucoup de spectacles à l'extérieur. Tu sais, au Québec, c'est drôle parce que avec le temps, on commence à être plus connu pour certaines personnes, mais c'est le temps. Et c'est pas notre présence, parce que de temps en temps, là, on était invité l'année passée, là, mettons, en fait en juin pour la Saint-Jean-Baptiste, c'est Plaine d'Abraham. Là, le gros show de télévision. Là, on était invité là, c'est le fun. Là, à un moment donné, là, après ça, il n'y a plus rien. Après ça, on se fait inviter par-ci. Là, on va faire la Place des Arts l'année prochaine. Ben, c'est génial. Mais sauf qu'en même temps, on est plus ou moins présent. Les gens se demandent un peu d'où ce qu'on sort. Mais bon, comme c'est notre le territoire là, qui est ici, là, que je te donnais tantôt, c'est notre 10e album. Fait qu'avec le temps, à un moment donné, les gens disent, coudonc, j'ai entendu ça, le Vent du Nord, quelque part. Mais on a des carrières qui se passent aux États, en Angleterre, en Écosse, en France, un peu partout. Ce qui est génial, ce qui me fait voyager depuis bien des années, mais ce qui est un peu aussi torvis, parce que on est tout le temps parti, tu sais. Ouais. On est tout le temps en mouvement. Puis c'est un choix, puis c'est pas un choix.
C'est drôle parce qu'à un moment donné, on travaillait avec Michel Rivard sur la mise en scène d'un show, puis tu sais, je disais, crime, tu sais, t'as une méchante carrière au Québec, tu sais, méchant, il faudrait que c'est un créateur bien intéressant, puis c'est fou, tu sais, tu vis au Québec, t'es super présent, t'as tout le temps tes projets, tu sais, on aimerait ça, être un peu plus présent au Québec, puis il me disait, tu sais, arrête, là, tu me fais une joke, là. Moi, j'aimerais ça aller jouer en Écosse, tu sais, ou en Amérique du Sud, ou en Australie, là, mais personne m'invite dans ces endroits-là. Fait que c'est ça. On est tout le temps plus vert chez le voisin, mais disons qu'au bout de la ligne, de faire une carrière qui dure de même en musique, on est très chanceux. Ouais, mais surtout aujourd'hui, c'est parce que l'offre est immense. Elle est immense. Puis tu sais... Elle est immense, puis elle est tripante. Là, il y a des gens qui font des belles affaires partout. Au Québec, juste au Québec, c'est fou. Puis nous, en plus, on s'inscrit dans ce qu'on appelle aujourd'hui la musique du monde. Fait que c'est le terrain de jeu, c'est le monde entier. Et nos partenaires, comme les gens avec qui on peut être en compétition là, pour ce milieu-là, là, ben c'est aussi le monde entier. Mais en même temps, sérieusement, on a une carte à jouer incroyable avec le Vent du Nord, c'est qu'on vient du Québec. Puis que cette musique-là est unique au monde. Et le mélange est tellement fascinant. On s'en rend plus ou moins compte, vu qu'on est dans cette culture-là. Là. Mais notre fait francophone d'Amérique, métissé entre la France, les pays celtiques, les Amérindiens, les Américains, ce mélange-là, là, il fascine le monde. Puis nous fascine nous-mêmes. Plus on creuse là-dedans, sur ce répertoire-là, sur l'histoire de cette musique-là, plus on découvre, puis sérieusement, c'est sans fin. Oui, mais ce qui est fascinant aussi, je pense, avec toi, c'est ton instrument. Oui. Ça, c'est... Ouais. Je veux dire, c'est quelque chose qui... C'est un instrument quasiment oublié quand tu as commencé à... Ça, je vais te conter la vraie histoire, là, le moment précis où ça s'est passé. C'est la roue, hein? La vielle à roue. La vieille? La vielle. La vielle. V-I-E-L-L-E. Oui. À roue. Mais si tu okay, dis vielle, V-I-E-L-L-E, même si tu dis pas à roue, ça marche. Okay. La vielle. Mais si tu dis V-I-E, accent grave L-E, ça, c'est un ancêtre du violon. OK. 2 L-E, en tout cas. Mais moi, on étudiait ensemble là, quand on était au secondaire. Je faisais de la musique avec Guy Trudeau. Te souviens-tu de Guy Trudeau? Oh oui, je le... Bon, je pense encore. Ouais, moi aussi. Tu sais, Guy, ça a été un des gars qui m'a mis le doigt là, dans l'engrenage. Puis après ça, j'ai étudié en musique au cégep, puis à l'université un peu. J'ai pas fini mon bac, mais à l'Université de Montréal. Puis à l'Université de Montréal, à un moment donné, je suis dans un cours de musique, d'histoire de la musique occidentale. Puis on parle de la vielle à roue. Puis là, je tombe un peu des nues, tu sais, de quoi? Bon, OK. Instrument trippant, bel objet, son inusité, tu sais, fait que là, c'est le fun. Puis là, il y a un gars à l'université que je connais pas du tout, qui est avec moi, un étudiant, je sais plus en quoi il était, lui. Et puis, moi, j'étais en piano jazz. Fait que lui, il dit, j'ai fait une vielle à roue. Puis là, je dis, ben voyons donc, j'y emprunte ça. Je dis, je découvre c'est quoi. Et là, quelques semaines après, là, je sais pas trop, là, je suis dans la rue, dans le Vieux-Montréal, il y a un joueur de vielle qui est là, qui était, je crois, André Simoneau, un gars de Sherbrooke. Puis, je dis à haute voix, en regardant le joueur de vielle dans les rues du Vieux-Montréal, je dis, crime, maman, faire une. Et le gars à côté de moi, que je ne connais absolument pas, me regarde et dit, moi aussi. Fait qu'on fait, ah ouais. On se donne nos numéros de téléphone. C'était un gars qui est plus vieux que moi, Henri Boucher. Fait que là, je l'appelle quelques mois plus tard, je me souviens plus. Puis je dis, allô Henri, on s'est rencontrés, blablabla. Il dit, je me souviens très très bien. Il dit, t'es pas toujours partant? Je dis, ben oui. Fait que on s'est mis ensemble à fabriquer des vielles. On a fait quelques vielles. J'en ai-tu ici à côté? Ils sont rangés. En tout cas, on a fait quelques modèles de vielles. Ben, en fait, une pour lui, une pour sa femme à l'époque, puis une pour moi. On avait commencé par ça. Et ça a été le déclencheur, ça a été la piqûre. En fait, en fabriquant un instrument de musique, il y a quelque chose là-dedans
il y a quelque chose de beau, d'intriguant, mais il y a quelque chose de tellement enrichissant aussi, là, de mettre au monde un instrument de musique, c'était fascinant. De le découvrir, parce que moi, la vielle, je la connaissais plus ou moins, là. Je l'avais vue à l'université, j'avais quelques vinyles chez nous, mon père avait un vinyle de Risset Barrier, il y avait un joueur de vielle là-dessus, Valentin Clestrier, puis... En tout cas, là, je me ramasse à en fabriquer une, et là, ça marche, et là, ça sonne, et là, je me dis, OK, wow, qu'est-ce que c'était... Moi, je suis un pianiste. Moi, les claviers me fascinent. Et c'est un instrument à clavier. Mais au lieu d'avoir des marteaux ou un plectre ou un archet, c'est une roue infinie. C'est une roue qui frotte les cordes. Donc, la roue infinie, archet infini, frotte les cordes de ce petit clavier de 2 octaves. Et là, j'ai des bourdons lancinants, comme des cornemuses. J'ai des cordes percussives, des trompettes qui font que j'actionne avec un mouvement de poignet. En tout cas, tu sais, wow! Qu'est-ce que c'est ça? Là, je pars. J'ai-tu le temps de te raconter tout ça? Tu as le temps de me raconter tout ce que tu veux. Mais là, l'histoire, c'est que je me dis, faut que j'apprenne à m'en servir comme il faut. Là. J'écoute de la musique de même, mais... Et là, l'Internet, j'avais pas d'Internet. Comment j'ai découvert ça? En tout cas, je découvre qu'il y a un gars en Irlande qui a fabriqué des vielles à roue. Et sérieusement, je me souviens plus pourquoi je suis tombé là-dessus, parce que je pense pas que j'avais l'Internet. Et je l'appelle. Ouais, c'était au téléphone. Je l'appelle. Je prends un rendez-vous avec lui. Je dis, je m'en vais vous voir. J'aimerais ça apprendre à fabriquer mieux, prendre des stages de fabrication, puis en jouer, tout ça, en tout cas. On se prend un rendez-vous. Fait que je pars avec ma vielle à roue, mon Irlande. sac de couchage et ma tente en Irlande. Wow. Fait que là, j'avais tout vendu d'ailleurs. J'avais des keyboards, j'avais des claviers, j'avais tout vendu. Puis j'étais parti. Puis je sais pas trop ce qui allait m'arriver, mais en tout cas, j'arrive en Irlande, ça pour dire que ce qui est étrange, maintenant je le sais, mais l'Irlande a une toute petite tradition, voire inexistante, de vielle à roue. C'est un instrument en France qui est très connu dans ce milieu-là, en tout cas. Il y a des grands fabricants en Espagne, en Allemagne, en Autriche, mais tu sais, en Irlande, dans les pays anglo-saxons en général, en fait, c'est vraiment quelques traces. Fait que je me ramasse là, mais... Et là, j'ai une adresse, mais je ne trouve pas la personne. En tout cas, je me ramasse dans un pub et on me dit, écoute, mon vieux, le gars que tu viens voir, là, son atelier vient de brûler. Sa femme vient de le laisser. Il est complètement sur le carreau. Oublie ça, ton stage de vielle à roue. Ah ouais, ok, d'accord. Donc, je suis parti avec cette même vielle, mon sac de couchage et mon sleeping, et ma tente. Et je suis parti donc marcher en Irlande, jouer avec les gens. Fait que je me suis mis à découvrir la vielle avec ça. J'étais allé en France aussi, j'étais allé dans un festival qui a changé ma vie, Saint-Chartier. Et là, tu sais, quand tu découvres quelque chose, tu as tout le temps l'impression d'être le premier, là. Oui. Puis là, tu fais « Ah, OK, vous êtes des centaines. Ah, vous êtes des milliers. OK, je suis en retard finalement. Tout le monde sait c'est quoi. » Fait que là, je découvre un milieu de musique folk française. C'était vraiment fascinant. Fait que ça a été mon école. J'ai marché en Irlande, j'ai joué en France et avec ma vielle que j'avais fabriquée. Puis quand je suis revenu au Québec, là, j'avais une petite idée de c'était quoi que j'avais dans les mains. Et là, le trip, ça a été de faire un lien entre cet instrument-là, qui a 1000 ans d'âge, qui fait partie du vieux son de cette musique française qu'il y a eu ici, de ses premiers arrivants, de cette mémoire de la vieille France qui a donné naissance à ce Canada-là, qui était français évidemment, mais dans cette époque-là, c'était le Canada tout court, on n'avait pas besoin de préciser. Et cette musique-là s'est transformée avec ce que j'apprenais en jazz, avec ce que j'aimais de ce vieux rock progressif que j'avais bien écouté. Tout ça s'est mélangé et est né le Vent du Nord avec ce mélange-là entre justement le trad québécois, cette touche-là de vielle à roue et ces musiques occidentales et du monde maintenant qui nous influencent. Fait que ça a été vraiment la vielle, étrangement, là, a été un déclencheur incroyable pour moi. Puis, tu sais,
C'est arrivé, comme tu le sais maintenant, là, par des hasards là, fortuits. Là, étrange. C'est fascinant, quand même. Quand même mais ça pété. arrive. C'est incroyable, des fois, les hasards. Ouais. 1 minute, 1 seconde, Ouais. des fois, peut changer. Puis personne m'a parlé de ça trop, là, tu sais. Mais c'est un instrument à clavier, il y avait quelque chose d'historique. Moi, j'ai toujours aimé l'histoire, j'ai toujours aimé l'idée de mémoire. Il y a aussi, tu sais, bon, après ça, il y a plein d'autres affaires, là. Il y a ma grand-mère qui chantait de la chanson traditionnelle. Il y a mon père qui s'y intéressait, qui avait fait du collectage. Fait que moi, j'avais ça aussi dans le goût. Il y a aussi le fait que après le référendum de 95, il y a eu bien des réflexions là, au Québec. Là, puis, moi qui suis toujours souverainiste d'ailleurs, à l'époque, j'avais été quand même un peu choqué de voir comment ça s'était passé, puis d'avoir perdu. Puis j'avais aussi une espèce de réflexion autour du fait que moi, je jouais du rock progressif, du jazz. En 95, je m'en allais au cégep, c'est ça? Ou j'étais au cégep? J'étais au cégep. Tu devais être au cégep, Ouais. parce que 95... On a le même ouais. âge. Fait Ouais, en que, 95, j'étais en 3e... J'aurais été en 3e année de cégep, puis j'avais fait continué. que j'étais en 2e année de cégep parce que j'avais fait une année à Saint-Jean avant d'aller en musique. Ok. Donc, j'étais donc au cégep en jazz. Puis, je me disais, OK, moi, j'étudie la musique traditionnelle, une des musiques traditionnelles américaines. Fascinante, là. Mais je connais plus ou moins la musique traditionnelle de mon pays, tu sais, en tout cas de ce que je considère comme mon pays. Oui. Fait que ça a été un gros déclic, là. Tout ça ensemble a fait en sorte que curiosité, histoire, musique trad, Vielle-la-Roue, Vieille France, Irlande, peuple celtique, écoute, ça a déboulé l'affaire, là. Puis j'ai rencontré Olivier Demers, qui est mon partenaire depuis ce temps-là, depuis le cégep, qui lui était rentré au cégep Sainte-Thérèse, à Lionel-Groux. Puis c'était une alarme de feu. Olivier était dehors avec son violon. Moi, j'étudiais en piano, j'avais laissé le piano dans le local. Puis je m'en vais le voir, je dis « Hey, tu joues quelques rilles, toi? Tu connais-tu des rilles, des gigs trad québécois? » Il dit « Ben, c'est quelques-uns. Là. » On fait un band. Puis on a fait un duo. Avec ce duo-là, on s'est mis... le duo est devenu trio et rapidement quatuor, puis maintenant quintette avec le Vent du Nord. Fait que ça fait longtemps. Puis avec lui, j'ai fait des disques on a fait du country, on a fait de la chanson pour enfants, on a fait du pop, on a fait tout. Puis c'était... ça a été une école incroyable. Puis quand on a commencé le Vent du Nord, ça a levé rapidement. On avait gagné un Juno sur notre premier disque. Puis ça a ouvert des voies, tu sais. Puis... fait que, ouais, drôle d'histoire là, qui m'a amené à... Mais tu sais, mais à la base de tout ça, il y a la famille, tout ça, puis il y a le fameux Guy Trudeau là, qui nous ramène à notre secondaire 1. Ouais. Et tu vois, moi, ma fille va au frère. Ouais. Puis Sylvie Fournier, je sais pas si tu l'as connue. Là, je sais pas, mais quand ma fille a commencé son secondaire 1, elle est en 3, Sylvie est encore là. Ah oui? Puis elle me dit, j'étais sur le bord de prendre ma retraite, mais là, ils viennent de faire un beau local de musique, fait que j'ai décidé de rester plus longtemps. C'est génial. Puis Adrien, mon fils, lui est à l'école Ozias-le-Duc à Saint-Hilaire. Puis c'est une école spécialisée en musique. Ben, en fait, il y a une faculté musique, là. Il y a un département musique. Puis, donc, il est en secondaire 2. Puis, en clarinette. Fait que c'est drôle parce que lui aussi vit ce chemin-là. Moi aussi, c'était la clarinette. Mais c'est très drôle après ça. Je sais pas ce qu'il va faire dans sa vie. Puis, je pense que lui-même dit « Ah, je pense pas faire de la musique dans ma vie. » Mais quand même, je trouve ça fascinant qu'il se ramasse dans une école à jouer de la musique avec des gens stimulants. Puis, oui. Même instrument que son père. Même instrument. D'ailleurs, la clarinette qui est là, c'est celle que j'avais... ah oui, c'est la même que tu C'est la même clarinette que j'ai fait restaurer cet été. Parce que là, il y en avait une à l'école, en tout cas.
Puis celle-là, c'est une bonne clarinette, mais ça faisait quand même 20 ans, mettons, là. Fait que là, on a investi un petit peu, puis on l'a refait remonter avec des petits caoutchoucs puis des petits lièges flambant neufs. Bon. Ça me permet, moi, de rassailler un peu la clarinette, parce que là, la vielle à roue a pris bien de la place, le piano est resté là. Je me suis mis à chanter aussi avec le temps, là. J'ai apprivoisé cette chose-là que de chanter, puis j'ai beaucoup de plaisir à chanter. Puis la clarinette, par Adrien, me revient un peu. Puis c'est drôle parce que les instruments à vent, il y a un lien aussi avec la voix. Veux pas, il y a le souffle, là, il y a quelque chose qui se passe. Tu contrôles ton rythme, ouais, ta respiration. Ouais. Puis j'ai du fun à rejouer un peu. c'est exigeant, la clarinette. J'en ai une, je joue des fois. Ouais, c'est exigeant. Ouais. Mais tout est exigeant. Tout est exigeant. J'ai écrit des chansons pour Le Vent du Nord depuis longtemps, puis j'ai fait un disque de chansons. Puis j'écris, là, je travaille sur un livre. Un premier recueil de poésie, chansons, justement. Puis c'est drôle parce que mon père est écrivain. Puis, fait que là, j'y ai amené un manuscrit il y a une couple de mois, tu sais. Puis là, j'étais content, tu sais. J'avais fait un ménage, puis... Fait que j'y apporte ça, tu sais. Puis je me disais, tu sais, un père, mettons, tu sais, il va être fier, puis il va dire, hey, c'est magnifique, tu sais. Il va être complètement obnubilé par sa job de père amoureux, tu sais. Fait que j'arrive, je monte ça, il me reparle une couple de semaines après, tu sais, fait qu'il m'a dit, écoute, il dit, écoute, c'est pas un livre que t'as, tu sais. Ben, il dit, il y a des belles affaires là-dedans. Mais il dit, ça va dans tous les sens, je sais pas trop, je pense pas qu'il y a une maison d'édition qui accepterait ça, tu sais, comme présenté, là, tel que présenté. Fait que j'ai trouvé ça super, en fait, qu'il y ait cette honnêteté-là, tu sais. Puis j'ai dit, OK, génial. Fait que je vais essayer de me faire du ménage. Fait que là, ça fait des mois que je travaille pas mal là-dessus, à élaguer. J'ai enlevé des textes, j'en ai rajouté, j'en ai changé, j'ai revisité, j'ai reproposé dans un autre ordre, sous différents thèmes. Fait que c'est très drôle parce que ce que je veux dire, en fait, c'est que tout est exigeant. Ouais. À partir du moment où tu te donnes la peine d'essayer de le faire pour vrai, que ça soit de la lutherie ou un podcast ou n'importe quoi, quand tu veux essayer quelque chose, l'important, c'est d'y aller jusqu'au bout. Puis c'est vrai que c'est tout le temps tough. C'est tout le temps plus tough qu'on pense. D'ailleurs, quand j'ai décidé de faire de la musique dans ma vie, il y a bien des parents peut-être qui peuvent être frileux quand ils voient des enfants qui se lancent dans des choses que travailler dans la culture. Puis mon père, moi, il m'avait dit tout de go, ma mère aussi. Ah, ben, pas de trouble, là, mon gars, là. Tu veux être musicien. Aucun problème. Mais plante-toi, puis fais-le. Pas à moitié quand t'as le temps, puis les lundis, mardis, mais... Non. T'es musicien, tu pratiques toujours. Tu veux écrire, écris tout le temps. Corrige-toi, remets-toi en question, tu sais, puis la gang du Vent du Nord, là, tout le monde est là, tout le monde est sur ce même esprit-là. Fait que on a des belles victoires, on a une carrière vraiment tripante, on vit des affaires que j'aimerais que le monde au Québec comprenne ou connaisse, là. On travaille sur des idées, parce qu'il nous arrive des affaires, là. On a un public, tu sais, quand on joue en Angleterre, puis que t'as 50 personnes qui chantent des chansons en français, puis des centaines qui connaissent les tunes, tu sais, puis qui ça danse, puis que ça chante, là. C'est quand même trippant à voir ça, là. Ouais. Puis des gens qui nous disent « j'ai appris » ou « j'apprends le français parce que je tombe en amour avec votre musique, puis je la découvre, puis je découvre d'autres groupes québécois, puis tu sais, c'est touchant, ça, là. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que la gang, on est tout le temps, avec tout ce qui nous arrive, en train de se remettre en question, de retravailler, de répéter, de se dire ce qui va pas. Tu sais, on a une espèce d'hygiène de vie de tournée aussi, là, à crever les abcès qu'il faut, puis à se dire les affaires, là. On n'est pas... on se dit pas juste qu'on est beau pis bon, je veux dire. Non, mais tu sais, ça fait... Combien tu dis? 17 ans? 17 ans. Avec 17 ans que vous êtes ensemble, tu sais, c'est normal, là. Je pense que si vous parliez pas, ben ça aurait pas duré, là. Ben, t'as parfaitement raison. Si on n'avait pas développé ça, ça aurait explosé depuis 100 ans, là, tu sais. Depuis longtemps, en fait. Pas 100 ans, parce que ça fait 17 ans. Non. J'ai ça dans la tête depuis tantôt, là. Vous êtes les voïvodes du traditionnel.
Ah, c'est drôle parce que j'ai joué avec Voivode il y a une couple d'années. Au Québec ou ailleurs? Au Québec. Ah. Mais c'est vrai que Voivode, il voyage partout. Eux autres, c'est beaucoup l'Europe, puis l'Europe de l'Asie l'Est. aussi. Ah ouais, l'Asie, c'est fou. Là, puis, Québec, ils font peut-être un ou deux shows, 2-3 ans. Ah ouais, c'est vraiment limité, là. Puis d'ailleurs, le guitariste, un des guitaristes de Voivode enseigne au cégep de Joliette. Puis il enseigne la musique, enseigne la guitare, évidemment. Puis c'est un fan de trad qu'on voit souvent. Ben, il a fait de quoi? C'est avec vous autres? Non, il a joué... C'est avec Lambert, d'abord? C'était avec Jean Ticorum, je pense. Pour à Drummondville. Je suis pas sûr, mais il me semble qu'ils ont fait de quoi ensemble. Oui. J'ai vu passer ça. C'était qui, ça? C'était Yves Lambert? Mais oui, t'as raison. Voyons, c'était quoi? C'était bon, en tout cas. Ouais. Mais moi, c'était Michel Faubert qui avait monté un show, avec Voivode, Pierre Flynn, moi, puis un DJ dont j'ai oublié le nom, mais tu sais, moyen show, là. Fait que là, t'avais Voivode, t'avais Faubert qui faisait des lectures de poésie, puis du slam, puis des chansons trad. Puis moi, j'étais à Vielle-la-Roue. C'est très drôle parce que Pierre Flynn faisait des trucs, puis le DJ... Mais je me souviens, quand j'étais arrivé à répète avec Voivode, tu sais, moi, j'avais ma Vielle-la-Roue, là, puis mon petit ampli qui est à peu près gros comme ton ordinateur portable, tu sais. Puis là, je suis rentré dans le local, puis là, les gars, il y avait des racks d'ampli, tu sais, jusqu'au plafond, tu sais. Puis là, j'ai fait... Attendez, les gars, là. Attendez que je mette ça à 10. Fait que, on avait eu bien du fun. Puis la vielle, étrangement, c'est un instrument fascinant parce que ça a 1000 ans d'âge. Hein. Ça a traversé les époques de belle façon d'ailleurs, discrètement, mais la vielle est tout le temps là. Il y a plein de liens avec... J'ai monté une conférence là-dessus d'ailleurs parce que c'est un instrument fascinant là, qui est comme un peu témoin de toute cette histoire-là de notre musique là, occidentale. Puis... la vielle est un instrument très puissant, aux harmoniques riches, au son incisif aussi, et ça fait, avec mon petit ampli, ça avait facilement fait son chemin à travers les câbles de Marshall, des gars de Voivode. Ça tranchait sérieusement, puis les gars ont bien trippé. Puis moi aussi, j'ai eu du fun. Donc, mais je comprends ton parallèle avec Voivode, effectivement. Il y a des groupes comme ça qui ont des carrières un peu à l'international, un peu beaucoup, puis pas tant chez eux, mais il y en a sûrement plus qu'on pense d'ailleurs. Là. Mais il y a quand même quelque chose qu'on trouve étrange, par exemple, on n'a jamais été nommé à la disque pour le groupe s'étant le plus illustré à l'étranger. OK. C'est jamais arrivé. Puis... Là, vous avez un Félix, c'était pour... C'était pour l'album Têtu. Pour l'album trad de l'année. OK. Mais, tu sais, en même temps, c'est pas grave. Là. On fait pas de la musique pour des prix, tout ça, mais c'est juste qu'on s'est dit, s'il y a une affaire qu'on fait, je sais pas si on fait des meilleurs albums ou des meilleurs ci ou des meilleurs ça, je sais pas. Mais en tout cas, si on est présent à l'étranger, tu sais, souvent, les gens qui vont gagner ça vont avoir une série de spectacles en France, mettons. Tu sais, nous autres, on a 20 shows en France, 35 shows aux États, 40 au UK. On fait, mais pas dans des cafés, là. On fait des... Tu sais, à Glasgow, on fait le Royal Concert Hall, c'est 2000 places, là. Tu sais, puis Sean Connery, t'es un fan du Vent du Nord qui vient voir des shows, c'est flyé. Puis là, le prochain show... je peux pas le dire, ça. D'ailleurs, ouais. On s'en reparlera. Okay. Mais il y a un show qui s'en vient à Glasgow, bien particulier, là, en janvier. OK. Janvier qui vient. C'est bon. Parce que ton épisode, il va sortir dans 2 semaines. Fait que dans 2 semaines, ça va être annoncé? Je sais pas. C'est pas grave. Prends pas de chance. Prends pas de chance. On va pas te taper ses doigts. De toute façon, il n'y a personne qui écoute ce podcast-là. Mais... Non, mais on se finit tout le temps à se faire taper ses doigts. Oui. Okay. Belle histoire. Ah non, mais c'est ça, mais c'est incroyable, là, le nombre de pays. Vous avez des prix aux États-Unis aussi, je pense, en France. Ouais. Ça, il y a un prix qu'on a gagné qui s'appelle Prix Charles Lecros. Puis moi, avec mon écrivain de père, j'avais entendu parler de Charles Lecros parce que c'est un prix
prestigieux que Félix avait reçu, je pense. Puis je savais c'était quoi les Charles Cros. C'est pas tant connu, tu sais, au Québec. Mais à un moment donné, il y a un gars qui appelle chez nous. Ici, d'ailleurs, dans mon bureau, ici. Puis je réponds avec bonjour, je m'appelle Philippe Crum, représentant des prix Charles Cros. Est-ce que ça vous ferait plaisir de recevoir un Charles Cros, tu sais? Oui. Je trouvais ça étrange comme proposition. Oui. La réponse est oui. Fait qu'il m'avait appris comme ça qu'on avait gagné un prix pour l'album en musique du monde, l'album de l'année, de cette année-là. Je ne sais même plus quelle année. Puis la première chose que j'ai fait, j'ai raccroché. La première chose que j'ai fait, j'ai appelé mon père. Parce que je savais que pour lui, ça voulait dire quelque chose. T'sais. Puis c'est drôle parce qu'en même temps, Charles Cros, c'est pas... c'est un prix très prestigieux, je pense, en France. Au Québec, c'est plus ou moins connu. Mais même quand on avait gagné un Juno, là, je te disais ça tantôt, moi, les Junos, je savais pas c'était quoi, là. Non, mais tu sais, moi, quelques Juno. années, je n'entends parler, mais avant, non, c'est vrai. Tu sais, on a gagné un Juno. OK. Ça consiste à le prix de la musique canadienne. Ah ouais, mon Dieu, OK. T'sais. Mais, ouais, c'est des mondes parallèles. Mais une anecdote comme ça... c'est mon côté séparatiste. Mais on est invité à Toronto pour le Canadian Hall of Fame parce qu'il y a une chanson traditionnelle qui est intronisée au panthéon de la musique. C'était pas nous, là, c'était une chanson, puis nous, on était invités à interpréter la chanson. Et cette année-là, il y avait Rush, il y avait Charlebois, il y avait des chansons intronisées, je pense que où Rush était intronisé comme tel, puis une chanson de Charlebois. En tout cas, il y avait Pierre Flynn aussi, pour revenir à lui. Il y avait plein de monde. Et là, on joue notre chanson. On ouvrait, je pense, le gala. Fait qu'on arrive, on chante, c'était des mitaines pas de pouce en hiver qu'on faisait. Puis là, on descend de la scène, on va s'asseoir première rangée, puis on écoute le reste du gala, tu sais. Et là, mais c'était quand même un choc, à part Rush, là, que tout le monde connaît parce que la planète connaît ce groupe-là, là. Groupe canadien incroyable. On connaissait personne des gens et des chansons intronisées. T'sais. Puis on se targue quand même d'être culturellement au courant. T'sais. On consomme de la musique, on aime la musique, on est des curieux. T'sais. Et là, on se regardait systématiquement le grand nom de la radio canadienne, grand auteur-compositeur, une grande productrice. Puis là, écoute, on était paumés raides, on n'en connaissait pas un. Et là, il arrive le temps des Québécois. C'était Grégory Charles, d'ailleurs parfaitement bilingue dans sa présentation. Il arrive à des prix remis à des Québécois, puis intronisation de ci. Puis là, bon, tu sais, là, ben oui, évidemment, la chanson, ouais. Là. Et là, c'est le reste de la population, le reste de la foule qui disait de quoi tu me parles, tu sais, la chanson ordinaire, ça voulait rien dire. Et là, tu sais, il y avait, disons que des deux solitudes nous claquaient au visage. Là, tu vois, moi, à part, comme tu dis, Rush, puis à une époque, la seule personne que je connaissais dans la musique canadienne, Anne-Marie. Ouais, c'est ça. Ben, c'est qu'il y en a. Notre référence. Il y en a, mais des fois, on voit pas trop la différence entre est-ce que c'est des Américains. Tu sais, Neil Young, c'est un Canadien, mais en même temps, tu sais, il habite aux États depuis... Ouais. C'est la même affaire pour les acteurs. Là, je veux dire, tu penses à Dan Aykroyd, Jim Carrey, c'est des... je savais Shatner. pas. C'est des Canadiens, ça? Oui. Bon, tu vois. Mais surtout que nous autres, on joue beaucoup au Canada. Là. J'ai découvert le Canada et ce qui est bien, c'est que je peux parler du Canada avec beaucoup d'amour aussi. Il y a des gens formidables partout. Là, puis je suis toujours souverainiste en ayant découvert tous ces coins-là, toutes ces provinces, tous ces gens merveilleux qui ont des choses à dire, qui ont des cultures qui sont différentes et qui m'enrichissent et tout ça, mais je vois toujours cette différence-là entre leur culture et la mienne, entre le monde entier et la nôtre, puis j'ai toujours le goût de protéger cette culture-là, et c'est jamais contre ces Canadiens-là, mais il y a quelque chose dans l'ouest du Canada de très américain, là, tu sais, là, je vais me faire attaquer de tous côtés. Dans l'est, c'est un peu différent.
peut-être par la présence francophone, d'ailleurs, les Acadiens, tout ça, mais il y a des spécificités régionales, culturelles plus fortes, je trouve, tu sais. Veux pas, moi, il y a des amis canadiens, The Bills, un groupe qui n'existe plus, je pense, mais ils me disaient, vous êtes chanceux au Québec parce que vous êtes capable de faire une musique identitaire, vous êtes capable de vous asseoir sur une culture, tu sais, dans l'Ouest canadien, c'est tellement jeune. Il dit, nous, on peut pas chanter la musique traditionnelle du BC, tu sais. Non. Il y en a pas. Par contre, ils peuvent en inventer une. Ils peuvent, tu sais, toute la côte ouest est tellement riche, tout ce qui se passe autour de Seattle, Portland, la Californie, tout ça, et la Colombie-Britannique, il y a des choses qui se passent là, puis il y a des mélanges culturels formidables avec les Asiatiques et tout ça, puis il y a, bon, beaucoup de Québécois aussi qui se ramassent là. Et donc, eux, ils ont cette capacité-là de s'inventer quelque chose. Nous, on peut aussi s'inventer quelque chose, mais on peut s'asseoir aussi sur une mémoire, et on est donc privilégié. Donc, je veux pas non plus jeter le blâme sur des sociétés qui ont peut-être pas la chance d'avoir cette histoire qu'on a au Québec. T'sais. Non, mais aussi, tu sais, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est fusion. Fusion des genres. Des mélanges. Ça me fait triper. Ouais. Puis, dans toutes les provinces, ceux à qui je m'identifie le plus quand je les rencontre, c'est quand même les gens de la Colombie-Britannique. Ouais. Je sais pas pourquoi. Ils ont le même thinking. On dirait qu'ils ont, sans être latins, on dirait qu'ils ont un petit côté latin malgré eux. Il y a beaucoup de Québécois, puis il y a quelque chose dans l'Ouest, effectivement, en fait, les extrémités, hein, la côte Est en général, la côte Ouest en général, il y a des choses, c'est très vivant. Peut-être que c'est le côté, je sais pas, c'est des villes portuaires, c'est des villes où on est habitué de recevoir des gens, d'échanger, de partir, de quitter, de revenir. Il y a quelque chose, effectivement, qui se passe. Le mix des cultures, probablement, aussi, parce que c'est pas à Calgary que le... Non, mais il y a d'autres choses qui se passent à Calgary, mais le mélange culturel, tu sais, c'est le Midwest américain. Je sais qu'il y a des spécificités, je sais qu'il y a des différences, mais disons que ça saute pas aux yeux comme en Colombie-Britannique ou au Québec ou au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse. Il y a des... Ouais, je sais pas. Il y a le bar de mer, il y a l'iode. C'est ça. C'est des fois, il y a des préjugés aussi. Là. Ben oui, il y a aussi le fait qu'on connaît peut-être pas quelque chose, puis à ce moment-là, c'est difficile de pas le comprendre. C'est comme la dernière fois que j'étais allé à Winnipeg, ça va être plate Winnipeg, hein, comme la dernière fois que j'étais allé. T'as eu du gros fun, finalement. J'étais arrivé là, j'étais wow, c'est incroyable, la ville est belle, le monde est fun. Puis j'ai pas eu de travail pendant que j'étais là, fait que j'ai juste fait du tourisme, fait que j'ai été payé une semaine pour faire du tourisme là-bas. Mais des gens tripants, il y en a partout. Des gens ouverts, il y en a partout. Et tu sais, malheureusement, l'imbécilité, contrairement à la richesse, est très bien répartie. Ouais, ça, faut pas que tu me partes là-dessus. Parce que moi, j'ai une maladie mentale, c'est que sur les médias sociaux, je me concentre moins sur le contenu que sur les commentaires, et ça me rend furieux. Tu sais, de ce temps-ci, il y a le vent... peut-être que le mot est fort, mais il y a un vent de xénophobie incroyable. En tout cas, sur les médias sociaux. Je regarde ça, c'est comme... C'est pas parce que l'autre est différent qu'il veut te prendre de quoi ou il veut t'empêcher de faire quelque chose. Mais il faut faire attention avec les médias sociaux parce que là, tout le monde a un crachoir. Puis moi, je m'étais déjà froissé avec quelqu'un sur Facebook, puis j'avais dit, écoute, on prend un café où tu veux, quand tu veux. On se trouve une date, là, c'est moi qui paye. T'sais. Mais les gens, évidemment, la personne ne m'était jamais revenue avec un oui, avec une proposition, parce que quand tu viens me parler, là, viens me parler d'en face. T'sais. Viens me dire ce que tu as dit là, ou ce que tu dis de telle personne. T'sais. Les réseaux sociaux, malheureusement, nous permettent de dire des grossièretés, des énormités qu'on n'oserait jamais dire face à face à des gens. T'sais. Fait que, mais en même temps, c'est aussi libérateur pour une société, c'est aussi, ça permet peut-être à des gens d'avoir un porte-voix qui n'aurait jamais eu sinon, mais en tout cas, c'est délicat. Tu sais, moi, mon frère fait de la politique, là. Puis Alexandre, à un moment donné, il était en élection, aux dernières élections, je pense. Puis tu sais, il me racontait comme c'est dur, là, tu sais, les
politicien, c'est pas facile, hein. C'est violent comme métier, là. Tu sais, juste de même, vite, tu sais, mon frère fait de la politique, là. Les gens qui l'aiment pas, en général, vont y dire, tu sais. Moi, c'est à peu près le contraire, tu sais. Les gens qui aiment pas ce que je fais avec le Vent du Nord ou comme artiste, ils viendront pas te voir. Ils viennent juste pas me voir, tu sais. Les gens qui viennent me voir, par contre, viennent me dire « C'est bon, c'est beau, t'es bon, t'es capable », tu sais. Mais Alex, c'est complètement le contraire. Puis à un moment donné, il s'était fait dire par son équipe « Alex, les réseaux sociaux, vas-y plus. Perds pas ton temps, Facebook, va pas voir ça. » Puis là, il avait bien compris pourquoi, tu sais. Parce que les gens se vidaient le cœur, puis l'attaquaient de tout bord, de tout côté, tu sais. Puis... Fait que c'est cruel, les réseaux sociaux, tu sais. Puis faut faire attention parce qu'on peut se perdre. J'ai un de mes chums aussi qui il avait quitté ça parce qu'il disait je me prends avec tout le monde, je me pogne avec tout le monde parce que les gens disent tout et n'importe quoi. Puis ça prend quelqu'un en disant wow, en mettant des limites. Puis on juge, de toute façon, on le sait, là, quand on connaît pas quelqu'un ou quelque chose, c'est très facile d'avoir des préjugés. Quand on les a pas devant nous, c'est encore plus facile de dire des énormités. Ah oui, non, c'est certain, mais ça représente quand même une partie de leur pensée. Puis c'est correct que ces gens-là aient droit... Parce que moi, je suis d'accord que tout le monde ait la liberté d'expression. Ouais, parce que tu sais que ces gens-là existent au moins. Oui, mais la liberté d'expression, oui. Mais mettons, tu es un néo-nazi. As-tu vraiment le droit, mettons, de prendre une minute de mon existence pour dire des choses abjectes, tu sais? Non. Non. Non, mais c'est ça, c'est que moi, oui, mais limite, non. Là. Ma limite, c'est la haine. Quand tu tombes dans la haine, c'est là que... Ouais, non, mais t'as raison. En même temps, tu sais qu'il existe. Mais c'est vrai. Tant que ça reste... On peut avoir des positions très tranchées, très différentes, mais est-ce qu'on est vraiment capable d'écoute quand on est sur des réseaux sociaux? T'sais? Ma blonde a dit souvent, elle me dit à moi d'ailleurs, que je suis en mode... comment qu'elle me dit ça? Je suis en mode... c'est pas en mode écoute, mais le contraire. Confrontation. Non, comment qu'elle me dit ça? C'est très bien tourné son affaire. Maudit, j'ai oublié. Elle me le dit tout le temps. On va être fiers de moi. En tout cas, mais en mode expression. OK. Voilà. Et sur les réseaux sociaux, en général, on est en mode expression. J'ai une opinion. J'ai une photo. J'ai quelque chose à vous dire. T'sais. C'est rare qu'on est en mode écoute. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous ressentez? Quelle est donc cette journée que vous venez de passer? T'sais, on n'est pas là-dessus. Non. Là. La preuve, c'est quand on rencontre quelqu'un, comment tu vas, en général, c'est rare que les gens nous disent profondément comment ils vont, parce que sinon, ça n'aurait pas de maudit sens, là, sur le tourniquet du métro. C'est un automatique. Oui, ben oui. Oui, puis c'est correct, c'est une politesse, puis on comprend pourquoi ça existe. Là. Mais tu sais, comment ça va? Ah, tu me demandes comment ça va, mais moi te le dire, tu sais, ça va merveilleusement bien, mais t'es arrivé ça, oui, ok, oui, non, mais je voulais pas vraiment tout savoir, ou le contraire, ça va vraiment pas bien. Fait que, ouais, c'est ça. On est en mode expression plus qu'en mode écoute, là. Ben, c'est correct, c'est juste que les réseaux sociaux ont exacerbé un peu cette façon-là qu'on a d'être avec les autres, là. Puis peut-être que parfois, il vaut mieux peut-être se retirer un peu, puis... Oui. Ça change les interactions. Tu sais, je regarde les... Tu sais, ma fille, des fois, elle me dit « Hey, elle dit... là, j'essaie de rejoindre telle amie, elle répond pas à mes messages. Ça ne tente pas de prendre le téléphone et de l'appeler. Non, j'attends qu'elle réponde à mon message. Ouais, mais il va peut-être être trop tard. Non, mais... Ça, c'est drôle, le téléphone. Ça a complètement changé. Là. On a tendance à limiter, en fait, les vrais échanges. Puis, ben, c'est pour ça que des podcasts, d'ailleurs, ça, c'est le fun, parce que tu as un sérieux temps à échanger devant quelqu'un, comme la radio a ses beaux côtés, tout ça. Plus que pour moi, des réseaux sociaux où c'est souvent... C'est bref, c'est tellement concis que finalement, on n'a pas le temps de rien échanger. Oui, puis c'est dur sur un message, un texte ou un écrit, c'est dur comprendre le ton. Ben non. Le gars, est-tu fâché? Est-tu sarcastique? Ben oui. Par contre, c'est hyper efficace pour dire 19h ou 19h30? 19h30. Merveilleux, tu sais. Il y a des choses...
c'est hyper efficace, les technologies, tu sais, mais effectivement, quand on veut savoir ce qui se passe ou quand il est important de se faire confirmer ou infirmer telle chose, prends le téléphone, tu sais. Ouais. Mais bon, mais c'est ça, les nouvelles générations vivent autrement, là, grandissent dans d'autres choses. Là, nous autres, il n'y en avait pas d'Internet, tu sais. Le cellulaire, c'était le gars dans Miami Vice, là, il avait ça dans son char, là, c'était comme un truc... un truc pour... ouais, c'était en Californie, là, puis il était 4 à avoir ça parce qu'il était millionnaire. C'est ça, là. Ça se prenait une brouette transporter ton cellulaire. Là, déjà, le concept de millionnaire, c'est un peu dépassé, là. Oui, ça, c'est maintenant, pauvres. ça s'appelle des milliardaires. C'est ça, les millionnaires, c'est les pauvres aujourd'hui. Ouais, c'est ça. OK, puis... tu parles souvent de ton père, Ouais. parce que, bon, je pense que ça a été une influence Oui. dans ta vie. Puis, tu as fait une série de spectacles avec lui. Ouais, ça, c'est le fun. Comment ça s'est passé, ça? Je me souviens plus le début. Ah oui, c'est ça. C'est Maryse Chouanière, qui est une fille de Saint-Jean, d'ailleurs, qui, à la Maison de la Culture de Sabrevoix. C'est comme ça que ça s'appelle? Oui, comme c'est une petite église. Ouais, l'église... Voyons, j'ai un blanc. Ouais, je passe souvent devant. Ouais, bon. C'est très joli. Fait que Maryse nous propose ça à un moment donné. Elle dit j'aimerais ça faire un show, père-fils, poésie, chanson, musique. Fait que, ben, belle affaire, certainement. Fait qu'on on a embrassé l'idée, on s'est assis, on a monté un show qui s'appelle toujours les carnets de notes. Carnet de notes de nos écritures ou carnet de notes de musique. Puis c'est un show qu'on a fait donc pour une première fois là-bas et qu'on a fait une bonne dizaine de fois là, et plus dans des petits lieux parce qu'évidemment c'est un show qui demande une grande écoute, c'est très intime. Et donc mon père fait des lectures de poésie, moi je chante des chansons, parfois j'accompagne ces lectures, on lit ensemble, des fois je chante de ses textes. Donc, on joue avec ça. Et sérieusement, quelle belle idée. Et quel exutoire formidable, quel voyage formidable d'être sur une scène avec mon père. Puis c'est drôle parce qu'avec Le Vent du Nord, on fait un spectacle, tu sais, très présent. C'est la fête, tu sais, on est exubérant, on danse, on chante, on en met dedans, tu sais, et là, on est vraiment on livre un show, tu sais. Toutes les foules du monde entier, on n'a pas peur, amène-moi, tu sais, un océan de monde, on va faire lever à patente, tu sais. Et là, on est à peu près au plus loin de ça, on est sur, non, assis-toi, là, on va te raconter des histoires, et on raconte l'histoire de notre famille, l'histoire de nos parents au sens large, de notre parenté. Et là, sa grand-mère, la grand-mère de mon père, devient ma grand-mère, même si c'est mon arrière-grand-mère, devient ta grand-mère, devient la grand-mère de tout le monde. La tante, devient une femme, devient ta mère, devient ta sœur. Et là, on raconte cette histoire de nos vies par la poésie ou la chanson, et ça devient à la fois hyper personnel et universel, je pense. Et on raconte finalement un voyage à travers la famille. Et ces carnets de notes-là c'est vraiment touchant. De le faire avec mon père, mais le show tout court est touchant à faire. Et dans cette retenue, dans cet intime-là. Puis on fait des petites salles de rien. On a joué dans une auberge à Saint-Denis. On a joué dans des tout petits lieux. C'est touchant. Et on en refera. On en a un qui s'en vient cet automne à Saint-Venant. Saint-Venant c'est en Estrie. Il y a un festival de poésie, ils font des concerts. En tout cas, c'est un petit lieu magnifique. Donc, on va faire les carnets de notes là-bas. Ah, c'est cool. Ouais. Tu regarderas aussi où j'enregistre, le studio Bapaume. Ouais. Eux autres, ils font des spectacles là aussi. Ah ouais? C'est 40 places.
Ah, mais c'est C'est exactement ça 40 qu'on veut. places. Là, t'es dans le haut d'une grange avec du vieux bois. Ouais. L'endroit est magnifique, tu sais. Ben, c'est exactement ce genre de lieu-là. On s'était fait proposer à un moment donné, voulez-vous faire le festival de ci ou de ça? On se dit, non. Non, pas du tout, là. Pas du tout. On est sur justement 40 places, là. C'est magnifique, ça. C'est le genre de lieu qu'on aime. Puis en même temps, moi, ça me permet aussi d'aller complètement ailleurs. Ça me libère l'esprit. Ça m'apprend aussi autre chose. Mon père qui est un super bon raconteur. Fait que ça m'amène ailleurs dans ma vie de musicien, là. Ça me permet d'ouvrir des portes vraiment tripantes, là, ouais. Ouais, puis j'imagine que c'est apaisant comparativement. Ah ouais, complètement. Complètement. Puis d'être sur une scène avec mon paternel, ça aussi, c'est particulièrement touchant. Puis il est en forme, ça va, tu sais. Il porte ces mots-là, il y a toujours cet esprit. Non, il vieillit de belle façon. Je me suis dit qu'il faudrait que... J'ai jamais lu. Fait que tantôt, en faisant un petit peu mes recherches, il faudrait peut-être que je lise un roman. Ben oui, certainement. Je t'en laisse. J'en ai dans la bibliothèque ici, je t'en donne un avant de partir. Parce que je suis rendu que... j'aime pas lire en anglais. Tu sais, moi, mon travail se passe à 95% en anglais. Ouais. Mon boss, il est en l'État de New York. Ouais. J'ai un seul de mes collègues qui est francophone. Toutes les autres sont anglo. Puis, je suis plus capable de lire de la traduction française. Ouais. Fait que là, je ne lis que du québécois. Ouais. Mais je suis un petit peu fancy aussi des fois dans ce que je lis. Fait que des fois, je suis comme... Je suis restreint un petit peu dans mes lectures. Je t'en proposais d'autres. Okay. Moi, c'est drôle parce que finalement, au bout de la ligne, nous autres, on travaille beaucoup en anglais. Tu sais, nos spectacles avec le Vent du Nord, on se force pour les monter en français. Parce que pour nous, on veut partir par... on veut construire nos présentations, nos idées, la mise en scène, parce qu'on est profondément ces Québécois-là, blablabla. Mais la première affaire qu'on fait, c'est qu'on le traduit, parce que 90% de nos shows vont se faire devant les allophones, puis comme on parle pas 22 langues, ben c'est l'anglais qui devient la langue commune, tu sais. Fait qu'on passe notre vie à présenter nos chansons en français, puis parler du Québec français en anglais. Puis donc, à travailler sur avec des gens de tout partout dans le monde, souvent en anglais. Étrange, hein? Pourtant, mais en même temps, ça nous ouvre aussi, justement, ces portes-là. Là. Ah oui, mais tu regardes même. Il y a les cowboys fringants, pognés en France, mais même s'ils parlent français, ils comprennent pas un mot de ça, c'est un autre affaire. ça arrive, ça, quand même, assez fréquemment en France. C'est drôle parce que... Mais paraît-il que quand on chante, c'est plus facile à comprendre que quand on parle. On se fait souvent dire ça en France. Ben, quand vous chantez, on comprend, mais à partir du moment où on parle vite de même dans l'entrevue, le bling bang, puis là, on perd une expression ou deux, puis oups. Ouais, c'est ça. Ben, je pense que le chant amène ça aussi. J'ai déjà lu en quelque part que pourquoi est-ce que, tu sais, mettons, tu regardes Scorpion qui sont russes, ils n'ont pas d'accent. Ils n'ont pas d'accent quand ils chantent, pas quand ils parlent. Mais quand ils chantent en anglais, tu remarques pas leur accent ou presque pas, tu sais. Fait que il y a beaucoup de... Le chant, comme ça, je sais pas, adoucir, arrondir. La musicalité prend le dessus, puis ça devient vraiment... Il n'y a plus ces pointes d'accent régionaux, il y a vraiment... La musique devient l'accent, finalement, là, tu sais. Oui. Mais... ouais. Là, c'est drôle. Moi, quand j'entends chanter en anglais, je m'en viens bon. Là, comme on travaille beaucoup en anglais, je parle quand même relativement correctement en anglais. Mais quand j'entends chanter en anglais, je suis paumé. On dirait que les accents toniques, quand ils sont plus à la même place, là, quand on joue avec les syllabes, puis qu'on en étire une, puis quand je suis complètement paumé. Ouais, t'es habitué à la chanson parlée. Oui. Ça sort de ton... Il y en a que je comprends. Il y a David Francie, un Canadien d'ailleurs, un Ontarien que j'aime beaucoup, un auteur-compositeur formidable. Lui, je le comprends, étrangement. C'est un gars qui est né en Écosse, puis qui a... Peut-être pour ça, là, je suis habitué avec les accents écossais, finalement, peut-être. Mais il y a des groupes, là, point barre, je ne comprends rien. Fait que, comme la plupart des gens qui écoutent le Vent du Nord, les allophones qui nous écoutent, ça n'a aucune idée de
de quoi on chante, de quoi on parle. Mais la musicalité... Ouais, exactement. La musique parle dessus, puis là, on l'explique aussi, là, tu sais, de quoi il en retourne. Non, c'est ça, tu leur donnes le... En spectacle, c'est ça, tu fais tes présentations, tu leur donnes le contexte. On les met toujours en contexte, parce que sinon, c'est lourd. C'est sûr que le côté... la musique, facilement, va emballer les gens, mais quand même, tu sais, tu t'assois 2 heures de temps sans comprendre rien, non. C'est le fun de leur donner, tu sais, voici. Puis on les met en contexte, des fois c'est drôle, des fois... tout est possible, puis des fois on joue avec le fait que justement avec le fait qu'ils comprennent pas, tu sais, puis là, on leur donne des fausses pistes, puis on s'amuse avec ça aussi. T'écouteras de quoi d'intéressant? Dernier album de Cagliari, la dernière chanson, elle dure 13 minutes. Oui. Avec Michel Faubert, justement. Oui. Michel Faubert qui raconte j'ai entendu l'histoire, ça. puis après ça, Marco qui le traduit. Ah, écoute, c'est magique. Oui, exactement. Puis... Oui, mais les langues, c'est drôle, à un moment donné, il y a quelqu'un, la semaine passée, aux États, qui me dit, j'ai acheté ton disque de chansons, auteur-compositeur, un disque Maison de bois, là, qui n'a rien à voir avec le Vent du Nord. Il dit, j'ai acheté ça, il dit, puis c'est un disque vraiment sur les paroles, sur les histoires, là. C'est vraiment ça qui est devant, là. Fait que des fois, je me dis, les anglophones, c'est pas sûr qu'ils vont... Puis il dit, écoute, j'ai trouvé ça touchant, là. J'ai dit, j'ai aucune idée de quoi tu parles. Mais on dirait que il y a aussi dans la musique, dans l'intention, dans tout ce qu'on met dans une chanson, qui transpire et qui est transmis à l'auditeur, même sans comprendre, on finit par saisir quand même quelque chose, une idée. Oui, il y a quelque chose qui se transmet. Je cherche son nom. Le chanteur là, de Tragic Lip là, qui est décédé là, l'année passée, c'était quoi son nom? Oui, mais je sais pas son nom. Le dernier disque qu'il a fait, moi j'ai été chanceux, quand le HMV fermait, j'ai acheté le vinyle box set. Fait que t'as le vinyle, t'as chacune des paroles, je pense que j'ai déjà compté, le monde va dire, Denis, tu te répètes. Mais c'est parce que, tu sais, puis il y a une BD qui vient avec. Ça parle de l'histoire de jeune Jack qui s'était... c'est un jeune qui s'était sauvé des pensionnats amérindiens. Puis c'est son histoire, ce qu'il vivait. Une BD. Ouais, ils ont fait une BD. C'est vraiment... ça raconte l'histoire. Puis chaque chapitre suit une chanson sur le disque. Fait que là, tu t'assis dans ton divan. Ouais. Là, tu commences à lire la BD en suivant la musique. Mais là, j'écoute pas les paroles, mais les émotions viennent pareil. Ça vient compléter ce que tu vois. C'est magique. Là. Ouais. C'est un concept incroyable. Là. Mais c'est drôle parce que même dans ta propre langue, on les saisit jamais exactement comme son voisin, là, ces œuvres-là. Là, on finit toujours par les prendre pour ce qu'ils nous parlent, pour ce qu'ils nous disent, pour ce qu'ils nous font résonner. À un moment donné, dans une soirée, on disait de la poésie comme ça, puis on se disait, tu sais, une strophe, tu sais, puis à un moment donné, OK, moi je pense que ça, là, ça veut dire ça, ou ça parle de ça. Puis là, l'autre qui fait, ah, ben voyons donc, pas du tout, tu sais. Moi je pense qu'au contraire, ça voudrait dire ça, puis tout ça. Puis là, c'est fascinant, là, on n'est même pas sur, j'écoute une chanson dans une autre langue, ou non, on lit le même texte, tu sais, les mêmes quatrains, là, qui nous amènent complètement ailleurs. On a pourtant le même vocabulaire, on a une culture. Mais votre histoire est différente. Mais exactement, nos compréhensions, nos références. Non, c'est ça. Mais c'est la beauté de la création, de la culture, puis tout ça. On peut bien saisir ce qu'on veut, aller chercher, puiser ce qu'on veut, puis se laisser aussi convaincre de choses qui nous paraissaient impossibles, en tout cas. C'est vrai, c'est un beau monde que cette culture. Oui, non, moi, regarde, la musique, je pense, c'est... des fois, je passe des moments sans écouter de musique, là, puis mon humeur s'en reste. J'écoute large, là, tu sais, je vais écouter du Brel, mais ça va jusqu'au métal, là. Je saute par-dessus le country, puis le reggae, là, mais c'est à peu près tout ce que... C'est drôle, là, je suis pas mal d'accord avec toi. Je suis pas un fan de country puis de reggae. Je sais pas pourquoi, tu sais, puis le reggae, c'est une musique qui te met de bonne humeur.
Non, moi, ça m'a jamais interpellé. Ça m'allume pas, mais... Il y a des musiques du Sud, par exemple, formidables, là, tu sais. Des musiques cubaines, des musiques mexicaines, des musiques, tu sais, le tango en Argentine, tu sais, non, c'est fascinant, mais le reggae, moyen. Puis le country non plus. Il y a quelque chose, c'est très drôle, parce que comme on voyage beaucoup aux États-Unis, les gars se font un malin plaisir de s'intoniser quelques postes de musique country pour m'étriver un peu, tu sais. Moi, en fait, il y a aussi le côté... il y a le message dans la musique country aussi qui me tarabuste un peu. Tu sais, c'est hyper religieux, conservateur, tu sais. C'est pas mes sujets de prédilection, là. Non. Disons ça ainsi. OK. Écoute, moi, on a parlé, tu vois, j'ai pris des notes, mais on n'a même pas... Ah, il y a une affaire que je trouvais intéressante aussi. Ouais. T'as parti la Compagnie du Nord. Ouais. Ça, c'est pour aider... Bon, ce qui est arrivé, c'est que le Vent du Nord s'est incorporé à un moment donné, c'est devenu les productions du Vent du Nord. Puis là, on se faisait souvent demander de l'aide, des conseils. Puis Geneviève Nadeau, qui est ma blonde, et la directrice de cette production, de ces productions du Vent du Nord-là, la gérante du Vent du Nord, se faisait souvent demander des conseils. Puis là, à un moment donné, on s'est dit, est-ce qu'on essaye d'élargir un peu le mandat du Vent du Nord pour aller aider d'autres groupes, puis Geneviève pourrait travailler comme gérante d'autres artistes, puis tout ça. Fait que là, on s'est dit que ça peut pas s'appeler le Vent du Nord. Fait que tranquillement, on a fait ce qui s'appelle maintenant la Compagnie du Nord. Le lien est évident. Ouais. C'est le même bureau avec Geneviève Nadeau en tête, puis maintenant Marie-Belle Pépin qui vient de rentrer, remplaçant l'adjoint Guillaume qui vient de partir. Donc, cette équipe-là, restreinte, maintenant, s'occupe du Vent du Nord, oui, mais du groupe de temps en temps, de Nicolas Pellegrin, les Grands Hurleurs, de Jean-François Branchot, Stéphanie Lépine. On a comme plusieurs artistes comme ça avec qui on travaille de différentes manières. Puis là, maintenant, Geneviève Saint-Denis, qui travaille avec nous aussi avec la Compagnie du Nord, comme agente d'artistes, relationniste de presse aussi. Fait que, tu sais, le tentacule, la bébite grossit un peu, là. On produit la veillée de l'avant-veille à Montréal depuis 23 ans, ou ça va être la 24e année, c'est ça? Ça, c'était avant le Vent du Nord? Ouais, ça a commencé tout de suite quand j'ai rencontré Olivier Demers. On avait fait une première année, puis on s'est pris au jeu, puis c'est resté comme une tradition. Donc, la Compagnie du Nord, ouais, s'occupe de plein d'artistes. On a un bureau ici dans le village de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Fait que Geneviève a ces chapeaux-là maintenant, là, de productrice et de gérante de plusieurs artistes. Et ça se passe bien. Geneviève a développé avec le temps, puis avec le Vent du Nord, des réseaux comme ça dans différents pays dans le monde. Et là, on essaie d'aider d'autres groupes à rentrer dans ces réseaux-là. T'sais. Parce qu'il y a de la place là, jusqu'à un certain point. Là, les gens sont friands de trad québécois pour toutes ces raisons. Là, ouais. Mais regarde, c'est sûr. Tu veux écouter du rock, tu veux écouter du hip-hop, tu veux écouter de la pop. Le choix, il y en a. Là. Mais si tu veux écouter du trad québécois, ben là, il faut que tu creuses. Puis il y en a maintenant... Et c'est ça, c'est bien, c'est que chaque groupe a sa manière de faire. T'sais. Avant, il y avait souvent il y a eu, en tout cas longtemps, des émules de la bottine. C'était tellement pierre angulaire. Il y a eu mes aïeux. Il y a eu mes aïeux qui flirtaient avec le trad, tout ça. Mais là, à un moment donné, avec le temps, les gens se sont... Tu sais, les Charbonniers de l'Enfer, c'était vraiment autre chose. Les groupes ont ce signe des manières de faire deviennent vraiment des créateurs et non pas simplement des maillons de ce qui a déjà été. T'sais, ils apportent une couleur, une nouvelle manière. De temps en temps, mettons, c'est une espèce de power trio. C'est du rock, là. Si tu mets ça sur n'importe quelle scène de festival de métal, ils seront pas gênés. Là. Ils sont trois, tu sais. C'est des bêtes. Ouais. C'est comme les Dropkick Murphy à Boston. Tu connais pas ça? Ah, tu connais pas? Non. Écoute, faut que tu écoutes ça. C'est comme la musique traditionnelle irlandaise, mais
rock-heavy. Ah ouais? Là. Oh oui. Dropkick Murphy. Ah, ok. Leur chanson la plus populaire, c'est Sailing to Boston, je pense. Ok. C'est incroyable. Ok, Je pense que tu vas pogner quelque chose si tu n'as jamais écouté ça. Ça brasse? Oh oui. Ah ouais. Mais c'est ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est que justement, parce que tout peut être bon. Hein, tu dis que tu écoutes large. Là, moi aussi, là, toute la musique peut être intéressante. Il y a du trad que je trouve bien ennuyant. Pourtant, je suis un amoureux de trad. Il y a du jazz que je trouve ennuyant. Pourtant, je suis un amoureux de jazz. T'sais. Après ça, c'est chacun d'entre nous. On va bien puiser ce qu'on veut, là, puis comprendre ce qu'on veut. Là. Ouais. Mais, ouais, donc, la Compagnie du Nord, c'est devenu une compagnie de gérance puis de production autour de la musique traditionnelle, puis du folk, puis tout ça. Puis on a fondé dans le village ici, depuis 15 ans, ça a commencé dans le village à côté, mais le festival Chant de Vielle existe depuis 15 ans. C'est une autre affaire, un autre chapeau qu'on a. Certains du Vent du Nord, on s'occupe de ça à temps partiel, mais c'est un festival qui est vraiment fascinant. On a fêté notre 15e cette année. Musique du monde, musique trad du Québec. On a des gens des pays scandinaves, comme anglo-saxons, américains, québécois évidemment. Là. Fait qu'on fait venir des gens d'un peu partout. Beau festival, bel événement, de peu bonheur dans un village magnifique. Saint-Antoine, c'est beau. On a cette rivière-là, Richelieu, là, qui est précieuse. Là. Moi, je pense que c'est la première fois que je viens ici. Là. Avant, j'avais des clients où je travaillais avant à Sorel, fait que tu sais, la 30 contre cœur, tout ça. Je l'ai fait souvent, là, mais moi, je connais plus les villages du côté du chemin des Patriotes. L'autre bar. Oui, l'autre bar, je le connais très bien, là, mais ici, je connais aucun des villages. Faudrait que tu longes le Richelieu, tu sais, pour voir la patente. Parce que c'est quelque chose. Et le quadrilatère des villages ici est vraiment unique parce que c'est resté petit, tu sais. Tu sais, Saint-Jean, sur Richelieu, Iberville, ça, c'est rendu gros, là, c'est immense, là, tu sais, c'était déjà des grandes villes quand j'étais petit, là, mais là, maintenant, là, tu sais, en plus, là, ça s'est fusionné et tout, là. Ben là, Saint-Hilaire, même chose, moins, mais ça s'est quand même pas mal développé. Et là, ici, on est comme... hors du temps. Ouais, hors du temps, là. Des petits villages de 12 000 habitants, 14 000 habitants, avec des bacs pour traverser, des ponts de glace en hiver, puis wow! Ouais, comme je disais au tout début, là, pour moi, l'équilibre est trippant. Quand je reviens tourner, là, du monde, la fête, les avions, les mouvements, là, j'arrive ici, quelques oiseaux, des ratons laveurs dans ma grange. Un peu trop. Mais bon. Ouais, il y a quelque chose de rassurant dans ces chants. C'est mon grand-père qui disait ça ou mon grand-oncle, en tout cas? Je pense que c'est mon grand-père. Il disait les plaines, on a le temps de voir les problèmes venir. T'sais. Effectivement, il y a quelque chose que je trouve beau dans cette espèce de plaine-là. Les couchers de soleil sont magnifiques, puis le vent vient de loin. Je sais pas, il y a quelque chose de... J'aime les montagnes aussi, mais je trouve qu'on a quelque chose de beau dans ces plaines-là. Là. Oui, non, moi je suis content. Tu sais, la colle reste quand même historique, mais tu sais, là, il parle de faire développer des quartiers résidentiels, puis tout ça. Vrai? Mais là, tu sais... Il y en a quelques-uns, mais il voudrait... Peut-être grossir un peu. Non, mais il parlait de rentrer, là, je pense, des 500 maisons, puis tout ça. Hein? Ça me... Pour vrai? Ouais. Mais moi, je reste dans ce qu'on appelle le quartier historique. Ouais. Avant de peinturer ma galerie, il faut que je demande au conseil si je peux la peinturer bleue. Ouais. Mais... Mais c'est contraignant, mais en même temps, c'est beau aussi de prendre soin du patrimoine bâti. C'est important. Puis, j'espère qu'on va être capable de garder des villages. Il y a des âmes là-dedans, il y a de l'histoire. Puis c'est sûr qu'on peut pas tout bulldozer pour... Non. Mais en tout cas, la colle, j'espère que ça va rester ce petit village. Oui, mais tu parles de Saint-Jean, comment ça grossit. Ouais. Il y a un cinéma Goudzo là, qui s'en vient à Saint-Jean. Ah ouais. Puis là, les gros restaurants, les chaînes qui commencent à s'implanter. C'est décollé. Là.
À un moment donné, Saint-Jean va toucher à la prairie, là. Je parle de Ah ouais? ce qui va être urbain, à un moment donné, C'est fou. la prairie, puis Saint-Jean Ouais. vont se rejoindre. Ben, de ce côté-ci, du Bas-Richelieu, justement, contrairement au Richelieu, il est resté quelque chose de très rural ici. Fait que moi, ça me permet d'être à la fois sur le bord de cette rivière-là, pas trop loin de Montréal. Par Sorel, je me rends dans Lanaudière avec... je travaille avec plein de monde de Lanaudière aussi dans le trad, c'est une région bien vivante. Fait que moi, je trouve que je suis très bien placé là, dans une espèce de petit... Puis c'est pas loin de Montréal, mais en fait, faudrait pas que je dise mon truc, là, je suis en train de le dire à tout le monde. Tout le monde en est ici. Ben ouais, c'est un beau petit coin. Ah, mais faut que tu dises que les chemins d'hiver doivent être glissants. Ah non, c'est glissant. Ça n'a pas d'allure. Ah, puis il y a des loups. Des gros loups. Ah non, c'est dangereux. Puis les gens sont méchants. Là. Ils ont toute une douze assis Ah, sur ouais, un ouais. balcon. Ah, on tire régulièrement sur les passants. Les étrangers, là, Oui, on oui. n'aime pas ça. Voilà. Cool. T'as-tu des trucs qui s'en viennent bientôt? Ouais. Ça, c'est-tu sorti ou pas? Oui, lui est sorti. Il est Ok. sorti cette année. Tout nouveau, on a des shows symphoniques, le Ventineur symphonique qu'on va faire. On a un à Gatineau qui s'en vient au mois d'octobre ou novembre? Novembre, je pense. Et plein de choses. La veille d'avant-veille qui va fêter ses 24 ans. 30 décembre à Montréal, au Club Soda. Il y a... Qu'est-ce qui s'en vient? On prépare le 20e anniversaire du Vent du Nord tranquillement. On est déjà en train de créer des trucs. Moi, j'ai ce projet de livre-là qui va peut-être arriver d'ici 1 an ou 2 sur des tablettes de vos libraires. On verra bien. Des carnets de notes avec mon père aussi. Peut-être un disque avec ce projet-là. Ouais, disons qu'il y a pas mal d'affaires, en fait, qui s'en viennent. Et ça garde vivant. Plusieurs projets différents. Le mouvement nous garde loin du malheur. C'est cool. T'as-tu une chanson en particulier que tu voudrais qu'on mette à la fin du... Ah, t'as peu. Je sais pas sur le tien ou sur le... Qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre? Ah, tu pourrais mettre Chaou Saro. Chaou Saro. Ouais. Je vais te dire pourquoi. Parce que c'est toute une anecdote sur la naissance de la rivière Richelieu. J'ai-tu le temps de te raconter une anecdote? OK. Mon père reçoit un prix à Saint-Jean-sur-Richelieu qui lui est remis, blablabla, et il y a un animateur, c'est Thomas Oxon, c'est un gars de Saint-Jean avec sa blonde, voyons, en tout cas. Et puis, son animateur, donc, de la soirée, remise de prix, à un moment donné, mon père, donc, reçoit un prix honorifique pour l'ensemble de son œuvre, je pense, une affaire comme ça. Et puis, il y a une légende présentée par Thomas. Et puis là, c'est l'histoire d'une bête qui mange la rivière Richelieu, qui mange la plaine en feu pour que l'eau du lac Champlain vienne éteindre les flammes. Donc, blablabla. Et c'est la naissance de la rivière Richelieu. Puis moi, je trouve ça trippant. Je dis, wow, tu sais, quelle espèce de légende amérindienne formidable. Fait que moi, je commence à écrire là-dessus. Là, je fais des recherches au musée des Abénaquis. Là, je dis, connaissez-vous la légende du Chaou Saro? Puis là, je me fais dire non. Là, j'appelle Nicolas Bensaouen à Grande Manitou, tu sais, Grande Manitou, c'est peut-être une drôle d'expression pour parler de... faire attention à ce que je dis. Mais grande spécialiste de l'histoire des Abénaquis, Abénaquis elles-mêmes, tu sais, bon... non, je connais pas du tout cette légende-là, je sais pas du tout si t'as pris ça. Puis là, coudonc, puis je trouve quand même des traces du Chaou Saro. Je lis un peu Samuel de Champlain qui décrit la bête, puis bon, ça correspond un peu avec la légende que j'ai aperçu, tu sais, à travers ce gala-là. Puis là, à un moment donné, je réécris à Thomas en disant, coudonc, où c'est que t'as pris ça? Tu sais, je creuse partout, les Abénaquis commencent à me trouver fatigant, tu sais, puis... il dit, non, mais c'est pas ça. Il dit, j'ai comme... C'est moi qui ai inventé ça avec ma blonde. On a comme créé une espèce d'histoire autour de la bête, tu sais. Je dis, OK, moi, comme un sans dessin, je creuse depuis des mois, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça très drôle. Et donc, une chanson s'appelle Chaou Saro.
Inspiré donc de la vraie légende de la bête Chaoussarow, qui est la bête du lac Champlain, qui s'appelle Champ aussi, là, pour certains. Là. Et mélangé avec cette histoire donc créée par ces Joannais, mélangé avec ma vision de la chose. Fait que c'est comme une espèce d'histoire hurluberlu sur la naissance de cette rivière Richelieu-là, donc qui est dans ta cour et dans la mienne. Cool. Moi, c'était 1 kilomètre. Ouais, moi aussi, c'est pas loin, là, c'est direct là. Ouais, nous autres, moi, j'ai beaucoup de plongeurs. Il y a beaucoup de monde qui vont plonger à Noyant parce qu'il y a des petites épaves là-bas. Oui, c'est vrai, ça, j'avais entendu parler de ça. Oui. Des épaves de quoi, sais-tu? C'est des... je sais plus comment t'appelais ça. C'était genre des barques qui prenaient pour transporter du matériel d'un bord à l'autre de la rivière qui, un moment donné, ont coulé. OK. Il n'y a pas de navire comme tel. Non, il n'y a rien de très gros. Là. Ouais. Mais c'est juste pour le trip. Là. Quand la visibilité est belle, ça vaut la peine. Là. Sinon, il y a du monde qui plonge pareil quand tu vois pas à... Mais c'est un peu moins le fun. Là. Ben, tu sais, c'est sûr que le matin, ben tôt, l'eau est plus calme. Après la saison des moteurs. Là. Oui, ça dépend. Je pense qu'il y a une année, tu sais, l'année qu'il y a eu les grosses inondations à Saint-Jean-sur-Richelieu, tout l'été, le Richelieu n'a pas été pratiqué. Ben, tu pouvais aller plonger, mais tu voyais rien. Moi, je l'ai fait, là, mais tu sais, c'était... tu te fies à... Tu te fies à... Tu sais même pas dans quel sens que tu vas, faut que tu regardes dans le fond, tu prennes du sable, tu laisses tomber. OK, la rivière va par là, fait que moi, je m'en vais. Ah oui, OK. T'avais aucune idée, là. Non, t'as aucune visibilité, tu sais pas. Mais tu sais, c'est excellent. C'est un apprentissage aussi. Là, que si tu te retrouves dans une situation où c'est que tu vois rien, ben au moins t'as... Ouais, t'apprends à gérer ça. Parce qu'en dessous de l'eau, la pire affaire que tu peux faire, c'est paniquer. Ouais. Moi, j'ai jamais fait ça. Plonger, toi, tu parles avec bonbonne et tout, là? Ouais. Et là. Je suis pas sûr que... Ben, moi, j'ai combattu ma peur de l'eau avec ça. Moi, je regardais ma blonde, ma belle-mère, tout ça plonger. Puis là, mais j'étais tabarnouche, c'est du trouble, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, tu vas aller plonger 40 minutes, mais pour ça, t'as fait 1h30 de char. Ah, là, après ça, il faut que tu transportes ton équipement, c'est lourd, faut que tu t'habilles. C'est complexe, faut que tu sois sûr de ton coup, que tu connaisses ça. Tu sais, je veux dire, il y a 3 heures de travail pour aller plonger 40 minutes. Puis là, à un moment donné, finalement, ça a l'air le fun. Puis finalement, j'étais faire mes cours à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis je me souviens encore la première fois que j'ai fait mon cours théorique, puis là, on s'en allait en auto. On allait à piscine du cégep pour faire de la pratique. Puis j'étais dans la tête, à quoi t'as pensé? Qu'est-ce que tu t'en vas faire là? Puis écoute, au début, ça m'a pris du temps. Là, mais au début, je respirais tellement que je faisais ça dans l'eau. Parce que si tu remplis tes poumons, tu montes. Puis quand tu te vides... Fait que, écoute, je me promenais... Fallait que tu restes calme. C'est ça, c'est apprendre à rester calme. Puis juste... Ouais. Fait que tu sais, d'une certaine manière, c'est quelque chose qui peut t'apprendre à te centrer sur toi, mais... J'essaye ça. C'est quand même... Ça doit être fascinant c'est une façon de voyager dans un monde tellement différent du nôtre, là. Puis partout où tu vas dans le monde, tu vas pouvoir trouver un endroit où plonger si t'aimes ça. L'eau, il y en a pas mal partout. Ouais. Il y a des plongeurs partout. Moi, j'ai juste plongé au Québec, puis j'ai fait des spots incroyables. Ah, ça doit. Dont Noyant. Non, Noyant, je l'ai pas fait. Moi, j'ai fait la Richelieu au niveau de Saint-Jean. À Noyant, devant c'était... l'ancien phare, là, devant ce qui était le phare Saint-Jean, j'imagine. Là. Il paraît qu'il y a des boulets, puis il y a du stock à voir, là. Ouais, nous autres, on va... C'est un parc, là. Il y a un parc qui est comme juste à côté du collège. Ouais, c'est exactement. de là qu'on va aller. Il y a 2 avancées, là, de grosses roches, là, qui avancent, là. Ouais. C'est ça, c'est le parc... il faisait la Saint-Jean-Baptiste, là, il y a une couple d'années. Là. Oui, c'est vrai. Oui, t'as raison, je me rappelle de ça. Mais il y avait... À l'Exisp, il y avait une école de plongée à Saint-Jean. Eux autres, ils avaient eu l'autorisation d'aménager un parc de plongée dans le Richelieu. Fait que là, il avait coulé une vieille vanne. Fait que tu sais, t'allais là, il y avait plein d'affaires, des artefacts qui avaient été mis là pour qu'au moins, tu sais, quand tu plonges, tu vois de quoi. Puis là, tu sais, avec le temps, là, dans la vanne, ben là, c'était rendu qu'il y avait une vie aquatique. Les plantes étaient là. Puis là, il y avait des sirènes. Ouais, c'est ça, toute la quête. Fait que, non, c'est une expérience que... Ouais, intéressant. Ouais. Un autre monde. Oui. On est rendu à 1h20. OK. Ça passe vite. Ça va vite, certain. Ah oui. Écoute, ben...
Si t'as pas autre chose, Merci. je te remercie de m'avoir accueilli chez toi. C'est super beau. Ça change le décor. Oui, merci d'être venu. Merci, je suis content. Moi, j'aime bien jaser. Fait que, content de raconter mes histoires avec toi. Alright, si je continue, tu repasses ça. Merci, Nicolas. Ciao. Il y a longtemps, la terre n'était qu'un grand désert, rien n'y poussait, du chien dans de misère. Il y a longtemps, la terre n'était qu'un grand désert, rien n'y poussait, du chien dans de misère. Un seul point d'eau était garant de toute vie, un lieu gardé chez les Abénaquis. Un seul point d'eau était garant de toute vie, un lieu gardé chez les Abénaquis. Chantons la créature légendaire, l'histoire du Chaouzaro, le père de la rivière Richelieu, l'histoire de la vallée de feu. Une étincelle mit le feu dans l'arrière-pays, brûlant récolte, maisons évanouies. Une étincelle mit le feu dans l'arrière-pays, brûlant récolte, maisons évanouies. Pour nous sauver, on appelle la bête illustre une sentinelle, tel un dragon lacustre. Pour nous sauver, on appelle la bête illustre une sentinelle, tel un dragon lacustre. Chantons la créature légendaire, l'histoire du Chaouzaro, le père de la rivière Richelieu, l'histoire de la vallée de feu. La longue gueule de l'animal préhistorique fendit la terre dans un geste héroïque. La longue gueule de l'animal préhistorique fendit la terre dans un geste héroïque. L'eau le suivait, noyant les flammes derrière lui du lac conflent,